Donc, bonjour à tous. Je vais vous présenter du coup l'article que j'ai rédigé avec mes deux encadrantes, Marion Casagrande, Mireille Navarrete, et également avec l'aide de la personne qui a réalisé la collecte de données et une partie du travail d'analyse, qui était une personne que j'ai encadrée en stage, Claire-Lise Perras. Donc, l'article s'intitule Tracking Innovation to Support Corporate Innovation Design for Agricultural Vegetable Crop Protection. Je vais avoir un peu d'anglais dans mes slides, parce que tout a été écrit en anglais depuis le début. Si jamais il y a des choses qui sont pas claires, n'hésitez pas à me poser des questions après. Donc, déjà, par rapport à pour poser un peu le sujet, donc la protection agroécologique... Là, ça va un petit peu ensemble, mais peut-être que des traits plus faciles à... Pardon? Tu m'entends pas bien? Il y a un micro qui est resté ouvert, pardon Yann, je vais traiter ça. Ok, ça va. Donc du coup, la protection agroécologique et ou intégrer des cultures est peu appliquée, car locked out, donc verrouillé à l'extérieur du système dominant, par un verrouillage multi-échelle, multi-acteur, donc qui va comporter des éléments de frein de l'échelle de la parcelle à l'échelle du système agroalimentaire, en passant par l'échelle de l'exploitation. Du coup, ça appelle à ce que les auteurs, en particulier Ménard et Hall 2017, ont appelé la conception d'innovation couplée, et que j'élargis un peu dans sa définition dans cet article, comme la conception coordonnée d'innovation entre, d'une part, l'échelle du système de culture, on va avoir des innovations à ce niveau-là, et d'autre part, celle du système agroalimentaire, donc qui inclut à la fois les acteurs de la filière, ce qui est l'origine de la définition d'innovation couplée, mais aussi des acteurs des politiques publiques, du conseil agricole, des banques, etc. Et du coup, cette conception coordonnée d'innovation vise à surmonter le verrouillage au changement vers des pratiques plus durables. Du moins, c'est comme ça que je l'ai entendu dans cet article. On reconnaît qu'il y a une grande valeur à l'analyse d'exemples réels d'innovation. Donc, on l'a vu par les travaux en conception, qui sont cités ici, également par les travaux en track de systèmes de culture innovants, parce que ça permet de produire des connaissances actionnables à la fois sur les moyens de résoudre le problème que l'on traite, ce qui permet du coup d'inspirer d'autres concepteurs plus tard, mais ça fournit également des informations sur les conditions de réussite de l'innovation qui existe déjà, et ça permet du coup, une fois qu'on a exploré plein de possibilités, de se réancrer dans la réalité, et du coup aussi de produire des innovations qui ont plus de chances de réussir, parce qu'on a déjà utilisé des connaissances sur qu'est-ce qui a fait que d'autres innovations similaires ont réussi. Du coup, dans ce travail de track, les originalités qu'on propose, c'est d'une part changer d'échelle, c'est-à-dire qu'on ne traque pas, entre guillemets, seulement les innovations au niveau du système de culture, mais on traque également, on traque des innovations couplées, donc également des innovations qui vont être à d'autres échelles, comme je l'ai expliqué, mais couplées à ces innovations au niveau du système de culture. Il y a une originalité aussi au niveau du cas d'étude, c'est un cas d'étude sur les cultures légumières, alors que les tracks ont pour le moment essentiellement été réalisés sur des grandes cultures. Du coup, on a un double objectif dans cet article, à la fois produire de nouvelles connaissances pour soutenir la conception d'innovation couplée pour la protection agroécologique des cultures, c'est pas la politique agricole commune, donc dans d'autres contextes, et tester une nouvelle méthodologie pour retrouver un large échantillon d'innovation couplée. Pour traquer un large échantillon d'innovation couplée. Du coup,
Si j'explique ça donc, avec un schéma, on a notre système agroalimentaire avec nos acteurs qui sont à ce niveau-là. On a notre exploitation du coup légumière avec ces systèmes de culture. Et du coup, on va s'intéresser aux innovations couplées qui font le lien entre les innovations techniques, organisationnelles ou institutionnelles au niveau du système agroalimentaire portées par certains de ces acteurs-là. Et ces innovations à ce niveau-là qui permettent d'implémenter des nouvelles pratiques et donc des systèmes de culture innovants au niveau de l'exploitation. Donc, ils permettent ça en mobilisant ce que je vais appeler des leviers sociotechniques qui permettent de dépasser les freins à la mise en œuvre de ces systèmes de culture innovants. Voilà, et j'y reviens juste après. Donc, ce que j'ai appelé la traque aux innovations couplées, ça va correspondre à identifier, caractériser et réaliser une typologie de ces innovations couplées. Donc du coup, sur la partie méthode, donc, je vais revenir sur quelques concepts clés, donc en particulier le concept de levier sociotechnique, qui, je vais le définir vraiment, je pourrais donner une définition plus large, mais je vais le définir pour le changement de pratique agricole. C'est un ensemble d'actions coordonnées au niveau du système agroalimentaire qui permet de dépasser un frein donné au changement de pratique en modifiant les déterminants des choix de ces pratiques. Si je le mets en schéma, ici, c'est illustrer un achat groupé de semences de couverts végétaux par plusieurs agriculteurs, et du coup, qui vont modifier le déterminant des choix de ces agriculteurs, cette famille de déterminants qui va être la disponibilité en ressources matérielles, en fournissant un accès à un nouvel intrant, parce que ces semences de sorgho, dans cet exemple, ne sont pas disponibles à la coopérative locale. Et du coup, en fournissant cet accès à un nouvel intrant, ça va permettre de lever la barrière ici, qui a un manque d'intrants adapté, et donc de permettre à ce groupe d'agriculteurs, qui est le même ici, d'introduire un couvert de sorgho dans leur système de culture. Donc ici, mon levier sociotechnique, c'est l'achat groupé permettant un accès à un nouvel intrant, et la fonction qui va être fournie par ce levier sociotechnique est de fournir l'accès à un nouvel intrant. Dans tout le reste de l'article, je vais surtout m'intéresser aux fonctions remplies par ces leviers sociotechniques. Donc là, bon, comment est-ce que j'ai identifié ces leviers et ces fonctions? Je me suis appuyé sur un cas d'analyse que j'ai produit par ailleurs donc dans un article précédent, où j'ai on va dire classifié les différents déterminants des pratiques agricoles à différentes échelles. Et là, je vais en particulier m'intéresser aux déterminants qui sont au niveau de l'exploitation agricole et aux déterminants qui sont au niveau du système agroalimentaire. Donc, pour donner quelques exemples, au niveau de l'exploitation agricole, on va avoir des facteurs biophysiques ou les ressources cognitives de l'agriculteur qui vont avoir un impact, qui vont déterminer le choix des pratiques agricoles de l'agriculteur. Au niveau du système agroalimentaire, on va avoir l'infrastructure des connaissances. Donc, est-ce qu'il y a des conseillers, est-ce qu'il y a un conseil qui est développé localement, quel type de conseil est apporté, ou aussi la disponibilité des ressources matérielles. Donc, est-ce qu'il y a des intrants qui permettent de mettre en place des pratiques agroécologiques, comme par exemple des semences de couverts. Autre concept que j'utilise, c'est le système agroalimentaire sectoriel et territorial. En fait, c'est simplement, je ne sais pas si c'est bien orthographié, mais c'est simplement un système agroalimentaire qui est centré sur un secteur donné, donc qui va être ici le secteur des légumes, et un territoire donné, donc qui va être ici le territoire des innovations qu'on va identifier. Par exemple, là, dans l'exemple que j'ai donné précédemment, on était en production légumière au niveau du territoire provençal.
Je reviens sur le concept d'innovation couplée parce que dans la track, je ne vais pas pouvoir toujours, je n'ai pas pu toujours mettre en évidence le fait que la conception était réalisée de manière coordonnée. Donc du coup, je me suis intéressé à ce que j'appelle des innovations, enfin ce que j'appelle maintenant des innovations couplées dans les faits, c'est-à-dire où le lien de dépendance est clair entre les deux innovations, ou trois ou quatre. Donc par exemple, on va parler de mise en commun des ressources, une innovation couplée où il y a plusieurs agriculteurs qui mettent en commun des ressources, comme par exemple des machines, des employés entre leurs fermes. C'est possible qu'initialement, cette mise en commun des ressources était seulement, par exemple, pour gagner du temps, mais ensuite, on se rend compte que ça leur a permis de mettre en place des nouvelles pratiques et que ces pratiques n'auraient pas pu être mises en place sans cette innovation du coup socio-technique initiale, enfin, au niveau du système alimentaire. Et donc là, on a une conception qui n'a pas forcément, où les deux éléments n'ont pas forcément été pensés initialement en même temps, mais qui dans les faits sont liés et qui, du coup, on en fait l'hypothèse, peuvent être inspirantes pour la conception d'innovation couplée, où là, d'autres acteurs vont penser les deux éléments en même temps, vont du coup réaliser un couplage, ce coup-ci dans la conception. C'est un peu du concept et des définitions. Donc ensuite, comment est-ce qu'on a réalisé cette track? On a commencé par identifier les innovations couplées dans les systèmes légumiers à travers la France. Donc on a enquêté 26 experts en recherche et développement, plus consulté la littérature. Et ensuite, une fois qu'on a identifié nos 40 cas, on les a confrontés au groupement d'intérêt scientifique PICLEG pour avoir une validation de la pertinence de ces cas. Ensuite, une fois qu'on a identifié nos 40 cas, on a enquêté les parties prenantes de ces cas, donc 1 à 4 parties prenantes par innovation. Et quand on avait peu de parties prenantes, ou quand on avait de la documentation qui était disponible, on est allé compléter les données avec la littérature. Ça nous a permis d'identifier, grâce au cadre d'analyse que j'ai présenté juste avant, les leviers socio-techniques et surtout leurs fonctions. Ensuite, on a caractérisé la manière dont les innovations couplées ont mis en œuvre des combinaisons de leviers grâce à 21 variables descriptives que je vais présenter juste après. On a réalisé une typologie des innovations sur la base des leviers socio-techniques, donc comme variable explicative, donc par analyse en composantes principales, et ensuite analyse de clusters hiérarchiques sur ces composantes principales. Ensuite, on a réalisé une analyse compréhensive d'une innovation type par cluster. Donc, on est allé vraiment dans les détails de comment fonctionne cette innovation, et on a ensuite, dans les résultats, présenté toute la complexité de l'articulation des différentes innovations, l'implication des différentes parties prenantes, afin de donner à voir, sur un exemple précis, comment fonctionne ce type d'innovation. Donc, comment est-ce qu'on a identifié les innovations couplées? Donc là, je suis au point 1, du coup. On a cherché des innovations où le lien était clair entre les pratiques de protection agroécologique des cultures et les innovations au niveau du système agroalimentaire territorial et sectoriel. Ensuite, on a, dans chaque cas, on a cherché du coup, des cas qui impliquent au moins 2 parties prenantes du système agroalimentaire en coordination. Et on a recherché une diversité maximum de cas. Alors là, j'ai encore un peu d'anglais, désolé. Donc, qui implique plusieurs types d'acteurs, de parties prenantes du système agroalimentaire, qui implique une diversité de production légumière,
donc de types de production légumière, donc en plein champ, en sous-abri, à petite échelle ou à grande échelle, production de légumes frais ou production de légumes transformés, qui s'intéresse à différents types de bioagresseurs, différents types d'innovations également, différents types, je suis là, différents types d'échelles territoriales et enfin différents bassins de production légumiers. Ce qui est bien. Hop. Donc, par rapport aux variables descriptives, en premier lieu, je me suis intéressé au type d'innovation. Donc, est-ce qu'on est sur une innovation institutionnelle, organisationnelle ou technique? Comment est-ce que cette innovation a été initiée? Donc, quel est le type d'acteur initial? Est-ce que c'est un agriculteur? Est-ce que c'est un conseiller agricole? Quelle était la motivation initiale? Quels étaient les facteurs clés de succès de l'initiation de l'innovation, la mise en place d'innovation, et quelle était la relation entre les différentes parties prenantes de l'innovation avant que celle-ci commence. Est-ce qu'ils étaient amis, ou est-ce qu'ils avaient seulement une relation professionnelle? Ensuite, on s'est intéressé à comment est-ce que cette innovation a été implémentée dans le long terme. Donc, quelle est l'échelle spatiale, quel est le réseau de parties prenantes, quelle était la forme d'accord entre les différentes parties prenantes, quelle était la fréquence de contact entre les différentes parties prenantes. Ensuite, on s'est intéressé à la relation avec les pratiques agricoles. Donc, quel était le bioagresseur visé, quel est le type de système de production impliqué, est-ce qu'on est en agriculture bio, conventionnelle ou mixte, et quelle était la pratique agroécologique à implémenter. Et ensuite, on s'intéressait aux conditions de succès, donc d'une part les barrières, d'autre part les ressources principales utilisées, et enfin les facteurs clés pour avoir une innovation qui tient dans la durée. Et puis on a cherché à avoir une évaluation qualitative de l'impact sur l'utilisation des pesticides, que ça augmente l'utilisation de pesticides ou la réduit, et sur l'impact sur les bioagresseurs. Donc je passe aux résultats. Les premiers résultats, du coup, c'est l'identification de des fonctions principales des leviers techniques identifiés. Donc, je les ai classés en 5 familles. L'apport de ressources matérielles, donc, qui peuvent être des nouveaux intrants, accès à de nouveaux intrants, la mise en commun de terrain, de nouveaux équipements, donc équipements qui peuvent être machines ou bâtiments, l'accès à des parties prenantes, l'accès au temps, enfin le fait de sauver du temps, pardon, accès à des ressources économiques et accès au marché. Ensuite, je me suis intéressé à la réduction du risque, puis à l'apport de connaissances, donc qui peut être lié à la production de connaissances ou à la diffusion de connaissances. Et j'ai mis de côté la fonction de facilitation des échanges entre agriculteurs, peer exchange, parce qu'on voit dans la littérature que c'est quelque chose qui est particulièrement efficace. Donc je trouvais intéressant de distinguer de knowledge provision. Ensuite, j'ai identifié une famille sur la création et le changement de règles partagées, quelque chose qui est très présent dans la littérature sur la transition et sur les transitions. Et donc, changement de règles, changement ou mise en place de règles regulatory rules, où ça va être, par exemple, des contrats, donc des accords assez formels. Le changement de règles normatives, donc là, on va plus parler du comportement, changement d'attente de comportement par rapport au comportement des autres acteurs,
changements en règles cognitives. Donc là, c'est plus exemple, les fondements de pensée ou de personnalité des acteurs. Par exemple, une règle cognitive très présente en agriculteur conventionnel, c'est il faut nourrir le monde. Pour nourrir le monde, il faut produire un maximum. Voilà, c'est un exemple de règle cognitive partagée. Et ensuite, on a la famille sur la facilitation des échanges entre les différentes parties prenantes, donc avec structuration d'un nouveau réseau, faciliter la communication entre les différentes parties prenantes et l'intermédiation entre les différentes parties prenantes. Donc j'ai pas seulement parlé d'intermediation, en fait, qui couvre les deux premiers, parce que dans un certain nombre de cas, les deux premiers leviers sont mis en place non pas par un acteur intermédiaire, mais par une partie prenante, et sont particulièrement importantes dans la mise en œuvre et la réussite de l'innovation. Donc ensuite, je viens du coup vraiment dans les clusters. Donc il y a 5 clusters qui ont été identifiés. Du coup, je vais les présenter rapidement les uns après les autres. Donc du coup, dans le cluster 1 va correspondre au co-développement d'infrastructures de connaissances, en partie couplé avec de l'apport en termes d'intrants et d'un temps produit et distribué pour faciliter l'implémentation de pratiques agroécologiques. Ça correspond à 9 innovations couplées. Et du coup, là, j'ai fait un schéma qui permet un peu d'expliquer comment fonctionne cette innovation couplée. Donc, on a des innovations qui sont essentiellement de type organisationnel, où on va avoir des acteurs qui partagent des relations professionnelles et qui vont être des agriculteurs ou organisations agricoles, enfin, réseau association d'agriculteurs, à qui va être fourni des connaissances et des intrants via des acteurs de la R&D, des acteurs des fournisseurs d'intrants, ainsi parfois des metteurs en marché qui vont développer ou supporter, venir en support du développement ce que j'ai appelé infrastructure de connaissances, donc qui va supporter ces connaissances et ce know-how. Et ça va être financé par l'administration publique. Donc, en fournissant ces connaissances, ces inputs aux agriculteurs, ça va leur permettre d'implémenter des pratiques agroécologiques. C'est assez théorique. L'exemple concret que je développe dans le papier, c'est que la coordination entre les agriculteurs et c'est l'exemple de la coordination entre agriculteurs et R&D pour la production locale et l'approvisionnement des agriculteurs en plantes de banque, autant des hôtes d'ennemis naturels, pour lutter contre des ravageurs des légumes. Donc dans cet exemple-là, on a un réseau qui a été mis en place, où on a un lycée agricole qui coopère avec un agriculteur et avec une équipe de recherche qui ont développé une filière pour ces ennemis naturels. Et les connaissances aussi associées sur l'itinéraire technique et qui du coup ont développé au niveau du lycée agricole la production de ces ennemis naturels, qui ont amené aux agriculteurs les connaissances sur comment les utiliser, et qui ont créé du coup ce réseau qui ensuite a pu fonctionner de manière
manière indépendante du projet de recherche initial. Alors, du coup là, les fonctions qu'on a eues, c'est production de connaissances, structuration d'un nouveau réseau, support économique et accès à des nouveaux inputs. Donc ça c'est vraiment ressorti dans l'analyse comme étant des fonctions qui caractérisent ce cluster. On a aussi, même si c'est pas ressorti comme significatif dans l'analyse statistique, on a quand même de manière très présente la distribution l'apport de connaissances et l'intermédiation, l'utilisation d'un intermédiaire qui apparaissent caractéristiques de ce, qui apparaît pas caractéristique mais très présent quand même et clé dans le fonctionnement de ce type d'innovation. En termes de conditions de succès, on a la présence de ressources humaines, donc du coup de parties prenantes dédiées à la coordination, avec des sollicitations qui vont être fréquentes ou des acteurs qui sont assez flexibles. En termes de barrières, ce qui pose souvent problème, c'est des ressources, en particulier les ressources en termes de capital et en termes d'intrants. Ensuite, en cluster 2, alors je ne vais pas tous les tailler autant pour qu'on ait la place pour les échanges. Le cluster 2, c'est en fait faciliter les échanges entre pairs, entre agriculteurs, autour de pratiques agroécologiques. Donc on a 10 innovations complètes. Et ici, on a des acteurs de la R&D ou autres types d'acteurs intermédiaires qui vont faciliter la connexion entre différents agriculteurs et l'échange de connaissances, qui vont aussi apporter des connaissances formalisées à un réseau d'agriculteurs, qui du coup va développer ensemble des connaissances et un savoir-faire sur des pratiques agroécologiques, pratiques écologiques de protection des cultures, et ce qui va leur permettre de les mettre en place. Souvent, dans ces innovations-là, le pouvoir public finance le développement de ce réseau. On a aussi, dans un certain nombre d'innovations, l'utilisation d'outils digitaux, comme des forums, WhatsApp Group, mais également on a des groupes techniques ou des choses qui sont non digitales, comme des visites de ferme, ou des groupes qui ont été organisés autour initialement de groupes de vente, en particulier en agriculture biologique. Donc l'exemple que j'ai développé sur ce cas-là, c'est le développement développement d'un réseau de quelques agriculteurs qui avec des metteurs en marché en agriculture biologique, ont développé des rotations de cultures alternatives, avec et en particulier des rotations de cultures plus diversifiées. Donc là, on a surtout comme fonction, du coup, l'échange entre pairs, bien sûr, et l'intermédiation. Et on a donc non caractéristique, mais quand même qui joue un rôle clé, qui est très présent dans ces innovations, l'apport de connaissances, également un peu la production de connaissances, sur 40% des innovations, et la mise en place d'un nouveau réseau. En termes de conditions de succès, il est apparu régulièrement que les sollicitations fréquentes des agriculteurs en particulier étaient essentielles. Et il est aussi ressorti dans un certain nombre de cas que la présence d'un acteur qui facilite la coordination est importante. En termes de barrières, on peut noter comme barrière importante la distance entre les acteurs et des problèmes relationnels avec des acteurs qui ont du mal à s'entendre. Le cluster 3, il est sur la structuration de chaînes, donc de filières pour venir en support à la mise en place de pratiques agroécologiques. Donc là, on va avoir en acteurs clés les acteurs de la mise en marché, bien sûr, qui vont négocier avec les producteurs
j'ai appelé les formal rules, les regulatory rules. Donc, ça va être des chartes, ça va être des cahiers des charges qui vont aussi être mis en place en partenariat avec l'administration publique et parfois avec des intermédiaires qui peuvent être des acteurs de la R&D ou des ONG ou des organisations professionnelles. Et donc, il va y avoir un accord autour de ces cahiers des charges, ces chartes, auxquelles l'agriculteur que l'agriculteur doit respecter, et qui inclut la mise en place de pratiques agroécologiques pour lesquelles l'agriculteur va ensuite être compensé par un prix de vente plus haut auprès des acteurs de la mise en marché. Donc ça, c'est par exemple quelque chose qu'a fait pour une agriculture du vivant au début, donc dans les 2-3 premières années après sa création, ils ont développé un système comme ça. Donc ça, ils l'ont toujours, ce système avec avec la charte et le cahier des charges où les agriculteurs doivent rentrer dedans pour les faire rentrer progressivement dans des pratiques d'agriculture de conservation. Et ils l'ont lié initialement à un label pour une agriculture du vivant, en particulier pour la production de melons. Voilà, c'est l'exemple concret qui est développé dans l'article. En fonction, du coup, on a la garantie d'avoir un marché pour les productions qui sont réalisées avec des pratiques alternatives. On a un changement, du coup, dans ces règles regulatory rules, un apport de connaissances et une facilitation dans la communication entre les différents acteurs, donc en particulier cet acteur intermédiaire. Donc l'intermédiation est aussi très présente, bien sûr, et la structuration de nouveaux réseaux également. En termes de conditions de succès, c'est essentiellement le fait d'avoir des résultats économiques positifs et la flexibilité des acteurs. En termes de barrières, la compétition et la disponibilité limitée en ressources étaient clés. Aussi, de trouver vraiment les débouchés pouvait être difficile. Et également, le fait de manquer d'acteurs ressources pouvait être compliqué. Le quatrième cluster, c'est quelque chose que j'ai déjà évoqué, donc la mise en commun de ressources entre différents acteurs qui va leur permettre ensuite de partager des connaissances ou de gagner du temps qui va être réinvesti dans la mise en place de protection agroécologique des cultures. Voilà, donc en termes de fonctions, on va avoir l'accès à de nouveaux équipements ou bâtiments, l'accès à de la main-d'œuvre qui va permettre du coup de mettre en place ces techniques. On a aussi la mise en commun de terres, qui peut permettre par exemple de diversifier les cultures en ayant des rotations plus longues, gagner du temps, gagner des sous parce qu'on fait de l'économie d'échelle par exemple, et avoir accès à des débouchés qu'on n'avait pas auparavant parce que l'un des agriculteurs dans la coopération avait ces débouchés de disponibles. On a aussi l'échange entre pairs qui joue un rôle important, le changement ou la mise en place de règles formelles, comme des contrats par exemple, et également le changement dans l'attente des comportements les uns envers les autres. En termes de conditions de succès, ce qui est clé là, c'est d'avoir un désir partagé de mettre en place cette coordination, et aussi la proximité spatiale entre les agriculteurs, l'adaptabilité des agriculteurs et la confiance. Et le dernier cluster, c'est du coup la location ou l'échange entre des terrains pour diversifier les cultures, qui
par exemple, c'est sur le schéma, un agriculteur qui est spécialisé en grande culture, un agriculteur qui est spécialisé en carottes. L'agriculteur qui normalement fait des carottes va venir diversifier la rotation en grande culture de son voisin, et lui, il va diversifier sa propre rotation avec des cultures qu'il ne fait normalement pas, donc ce qui permet de mieux gérer les ravageurs. Notre exemple, c'est sur un échange qu'on a identifié entre deux agriculteurs, dont un qui faisait plutôt salade melon, et l'autre qui était spécialisé en radis. C'est d'autres choses, mais beaucoup de radis, donc qui est venu faire des radis chez son voisin, et donc diversifier ses cultures. Donc là, on a la mise en commun de terre, des ressources financières, parce que l'agriculteur qui reçoit des cultures à haute valeur ajoutée, comme ici les carottes, va avoir une compensation économique, réduction de risque et changement en termes d'attente sur les comportements. Par contre, ce qu'on n'a pas, c'est l'apport en connaissances, ce qui est évité d'ailleurs. Et on n'a pas de nouveaux réseaux, c'est souvent des personnes qui se connaissent déjà, c'est souvent à un niveau local, et on a peu d'intermédiation. De conditions de succès, du coup, il y a confiance, d'une part pour initier la coordination, mais également pour la maintenir dans la durée. Et aussi l'équilibre économique qui joue dans plusieurs cas un rôle important. En termes de barrières, il y a en particulier le conflit, souvent des conflits qui émergent entre les deux agriculteurs. Par exemple, là, dans cet exemple-là, on avait l'agriculteur du coup qui a reçu les radis n'était pas satisfait de la manière dont des dégradations des chemins qu'avait fait l'agriculteur qui était venu produire les radis chez lui. La distance peut aussi être, bien sûr, un frein à ce niveau-là. Voilà, donc du coup, maintenant, on va en venir à la discussion et conclusion. Donc, premier point, la production donc avec cette méthode de track, l'idée est bien de produire des connaissances pour inspirer l'exploration d'autres innovations couplées. Donc on a produit du coup 5 idéotypes que je viens de vous présenter, 5 clusters qui sont a priori génériques, parce qu'on voit qu'en fait, si on regarde la littérature, on retrouve dans ce qui est normalement plutôt des études monographiques, donc on va être concentré sur 1 ou 2, 3 cas d'études, on retrouve les mêmes types d'innovations couplées. Donc, comme par exemple, dans l'étude de Atelier Paysan faite par Chloé Salambier et ses collaborateurs, on est très proche du premier cluster où on fournit à la fois des inputs ou des équipements avec des connaissances. On a un échange dans ce cas-là entre les agriculteurs et Atelier Paysan. Et également sur toutes les études qui ont été faites sur la création et la coordination autour de filières alternatives, donc qui correspond au cluster numéro 2, si je ne me trompe pas. Hop. Au numéro 3, donc à ce cluster-là, donc la structuration autour de filières alternatives. Hop. Désolé pour l'aller-retour. Donc, mais ça, c'est à confronter encore donc à d'autres cas d'études pour confirmer que ces 5 clusters sont bien les 5 sont bien pertinents, et pour aussi les compléter, parce qu'il y a certainement d'autres types d'innovations couplées que l'on n'a pas identifié parce qu'on avait un échantillon quand même illimité et focalisé sur les cultures légumineuses.
c'est également une manière de caractériser des innovations couplées permettant de trouver rapidement une correspondance avec un problème rencontré. Donc, par exemple, si maintenant je m'intéresse à un autre problème de ravageur, par exemple, dans le blé, je peux voir si, dans ma situation, dans mon contexte, les innovations couplées qu'on a caractérisées dans ce papier, dans cette étude, sont intéressantes de différentes manières. Je peux regarder les 5 idéotypes et voir si ça me parle. Et s'il y en a un qui me parle, aller plus en détail, voir les cas concrets et voir s'il y en a un qui m'inspire. Je peux rentrer par les pratiques. Voir par exemple, je suis intéressé par la diversification des cultures, et du coup je vais voir toutes les innovations couplées qui font jouer la diversification des cultures, comme par exemple l'échange de parcelles, cluster 5. Ou je peux rentrer par les barrières ou les leviers. Donc, par exemple, si j'identifie que j'ai un manque de coordination entre acteurs dans mon contexte, je peux aller chercher les innovations couplées, là qu'on a identifiées, qui utilisent la fonction structuration d'un nouveau réseau et facilitation de communication entre les parties prenantes. Ce sont 2 fonctions qu'on a utilisées dans la classification des innovations couplées. Et en particulier qui sont présentes dans les clusters 1 et 3. Donc on peut ensuite se servir de ces exemples comme des exemples dits expansifs dans le processus de conception pour favoriser la protection agroécologique des cultures dans d'autres contextes. Ensuite, cette production des connaissances, elle permet aussi d'inspirer la finalisation de l'innovation couplée, parce qu'on a plusieurs cas d'études qui sont dans des contextes différents et qui vont du coup montrer des freins et des conditions de réussite différentes pour le même type d'innovation, comme par exemple pour l'échange des parcelles. Et du coup, si je suis dans une autre situation, dans un autre contexte, je vais pouvoir voir lequel de ces innovations couplées a des conditions qui sont similaires et qui, du coup, peut avoir des conditions de réussite ou des freins qui sont pertinents dans ma situation. Pardon. Pardon, hop, je me suis perdu. Ouais, voilà. Donc ça, c'est la partie inspirée pour la finalisation de l'innovation couplée. Ensuite, on a proposé dans ce papier une nouvelle méthode de track aux innovations couplées, qui a un focus sur les leviers sociotechniques et leurs fonctions pour lever les freins en changement de pratique, et qui est une méthode complémentaire avec la track au système de culture innovant de différentes manières, complémentaires en échelle. On est plus focalisé au niveau du système agri-alimentaire, mais aussi complémentaire parce que si on fait les deux en parallèle ou les deux successivement, la track au système de culture innovant peut permettre de point de départ pour ensuite chercher à caractériser ce système de culture innovant, quelles ont été les conditions qui ont permis leur émergence, et est-ce qu'il n'y a pas derrière des innovations couplées qui peuvent expliquer que tels agriculteurs mettent en place ces pratiques et pas d'autres, et du coup mener en parallèle une track à ces innovations couplées, donc qui permettent de compléter l'analyse et d'avoir des connaissances aux 2 échelles, et qui vont permettre de réaliser de concevoir des innovations plus pertinentes dans d'autres contextes. Faire les deux permet également de mieux évaluer, parce que là on a des évaluations qui étaient très qualitatives, que j'ai même pas trop mentionné, parce qu'on avait souvent peu de données, peu de retours, et c'était seulement des retours qualitatifs. C'est difficile de faire, actuellement, on ne sait pas très bien faire
des évaluations d'innovation couplées à cause de problèmes d'échelle, mais on sait bien faire des évaluations de systèmes de culture, enfin assez bien, et du coup, pouvoir évaluer les systèmes de culture innovants qui sont mis en place grâce à l'innovation couplée permet d'apporter une évaluation assez robuste de cette innovation. Donc en marge d'amélioration, rapidement, on a ça aurait été intéressant quand on a cherché à identifier les cas d'études et quand on a interrogé les experts, de leur donner des exemples pour trouver les cas, des exemples plutôt plus expansifs. On s'est rendu compte que souvent, quand on leur donnait un exemple pour leur montrer un peu qu'est-ce qu'on cherchait, ils avaient tendance à nous donner que des exemples qui étaient proches, que des cas qui étaient proches de l'exemple qu'on avait donné. On pourrait interroger plus de personnes pour avoir des données plus complètes. Et également, sur le choix des catégories dans les variables, il y a une marge d'amélioration, parce qu'on a des fois on avait des fois du mal à choisir entre les différentes catégories. Et je voulais finir par des pistes de recherche. Donc, l'évaluation robuste l'évaluation robuste des innovations couplées. Donc, comme je viens de le dire, c'est quelque chose qui est qu'on ne sait pas très bien faire et qui serait vraiment très intéressant de développer par la suite. Développer des méthodes pour combiner adéquatement track des systèmes de culture innovants et track des innovations couplées. Ce serait aussi quelque chose que j'ai déjà mentionné et quelque chose qui c'est vraiment très intéressant pour les raisons que j'ai mentionnées. Et enfin, explorer comment les connaissances produites par la track des innovations couplées peuvent au mieux alimenter la conception de l'innovation couplée dans d'autres contextes. C'est également quelque chose qu'on a un peu commencé à faire dans ma thèse, mais où il y a encore beaucoup de travail. Voilà, désolé d'avoir été un peu long. Maintenant, place aux questions.